L'invité de Smart Impact, c'est Pierre Candela. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président du directoire des sources Alma et directeur général délégué de l'entreprise des eaux minérales de Saint-Amand. On va vraiment faire un focus sur l'eau de Saint-Amand. On est dans le nord de la France, je l'ai dit dans les titres. C'est quoi peut-être son histoire, ses qualités naturelles? Alors, Saint-Amand, on est sur une eau minérale naturelle. Quelque chose de très particulier sur son eau, c'est que c'est un forage artésien. C'est-à-dire que, contrairement à la majorité de ce qu'on peut trouver, on a creusé un trou pour venir chercher une ressource, une eau minérale, et à partir de ce moment-là, l'eau s'est mise à jaillir naturellement du sol. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. À côté de ça, on est sur une réserve d'eau de très grande quantité, de très grande qualité. C'est une eau minérale, on va dire, moyennement minéralisée, donc qui convient parfaitement à toute la famille. Et qui est préservée de toute pollution, c'est-à-dire qu'elle a un taux de nitrate qui est inférieur aux normes de détection. Quelques chiffres sur cette eau minérale Saint-Amand. 110 millions de bouteilles d'eau produites chaque année, 7 sites de production en France. Je démarre avec ce chiffre 110 millions de bouteilles. Vous parlez d'une préservation de la ressource, d'une exploitation raisonnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez en produire beaucoup plus? Oui, tout à fait. Alors c'est en ça que notre activité aussi, elle est simple et elle est belle. C'est-à-dire que nous ne vendons pas, nous ne puisons pas plus que ce que la nature peut nous donner. Quand on fait un forage, on vient mesurer justement la capacité de renouvellement de la nappe. C'est une ressource renouvelable. Et donc forcément, on ne va pas, comme du pétrole, on ne va pas épuiser la nappe jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc on fait des analyses qui durent dans le temps, ça va de 1 à 4 ans. On vient mesurer la capacité de pompage instantanée et annuelle de la réserve. Sur la qualité de l'eau, elle est naturelle, évidemment. Quel travail vous faites pour la garantir, en fait, en quelque sorte? La valeur de l'entreprise, ça va vraiment être la qualité de la ressource, la qualité de l'eau. Nous n'avons pas le droit, contrairement, on va dire, à l'eau de réseau, l'eau du robinet, de venir modifier les paramètres de l'eau. Si l'eau n'est pas potable de base, nous ne pouvons pas la vendre. Donc il faut trouver de l'eau de qualité. Donc nous allons chercher des nappes de plus en plus profondes, donc qui sont protégées naturellement de tout ce qui va être activité humaine. Et derrière, on a ce qu'on appelle nous le périmètre de protection avec l'impluvium. C'est là où l'eau tombe, la pluie tombe, qui vient nourrir en profondeur les nappes. Où là, nous, on a un devoir de venir justement protéger cet impluvium de l'activité humaine. Quelles actions vous menez pour réduire vos émissions de CO2? Alors nos actions, elles sont nombreuses et multiples. La chose la plus simple à concevoir, c'est justement l'emballage. On va partir de l'emballage le plus léger possible. On appelle ça l'éco-conception. C'est vraiment une évidence chez nous. Ça a toujours été la force du groupe. C'est-à-dire qu'au fil du temps, au fil des technologies, des avancées, on arrive à avoir des emballages qui sont de plus en plus légers. On parle beaucoup de la bouteille. Aujourd'hui, notre bouteille, dernièrement, elle a encore, grâce à une invention technologique, elle a encore réussi à maigrir un petit peu. Ça veut dire que, je ne sais pas, on va dire quoi, en 15 ou 20 ans, elle a maigri ou elle s'est allégée de combien? Je pense plus de 10 grammes. Oui, c'est beaucoup. Alors 10 grammes sur une bouteille, c'est peu, mais quand on en vend effectivement 110 millions, ça fait quelques tonnes à la fin de l'année. Et ça suppose évidemment de la recherche et développement. Vos bouteilles, elles sont en plastique recyclé. C'est quoi la politique de l'entreprise là-dessus? Alors il faut juste rappeler une chose très simple, c'est que il y a plusieurs types de plastique. On ne peut pas dire cet emballage est en plastique, non. Il y a, on va dire, une dizaine de résines de plastique. Certaines sont recyclables, certaines non. Nous, aujourd'hui, et depuis des années, on travaille avec du PET. Le PET, il est 100% recyclable et il est aussi 100% recyclable, on va dire, à contact alimentaire. C'est-à-dire qu'avec une vieille bouteille, aujourd'hui, et depuis des années, parce qu'on le pratique dans le groupe, on refabrique des nouvelles bouteilles pour, derrière, retourner dans le circuit de distribution. Ouais. Je recevais il y a quelques jours un représentant de Carrefour. Ils sont en train de sortir une bouteille de lait qui est grise. Oui. Parce que, bon, évidemment, ça leur permet, si j'ai bien compris, d'utiliser plusieurs sortes de plastique. C'est quand même un défi, parce que le consommateur que je suis, il va peut-être hésiter à prendre une bouteille de lait grise. Est-ce que vous pourriez aller jusque-là? Vous voyez ce que je veux dire? Pour consommer encore moins de plastique ou aller encore plus loin dans le recyclage? Alors, je ne suis pas là pour dire du mal d'autres activités, mais justement, effectivement, on parlait des résines différentes. Le lait, notamment, il y a eu aussi les pots de yaourt, étaient fabriqués historiquement dans des résines qui n'étaient pas recyclables. Et récemment, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler de plastic bashing, ils sont passés sur des résines, notamment le PET, qui leur permettent de pouvoir dire, regardez, maintenant nos emballages sont recyclables. Nous, le problème, c'est que le PET, qui est, on va dire, la résine plastique recyclable et la plus facile à recycler, nous l'utilisons déjà depuis des années. Donc en termes
d'éco-conception, maintenant on arrive un petit peu à un seuil où malheureusement il n'y a pas de solution miracle pour faire mieux que ce qu'on fait déjà. Alors on a réussi on est passé sur un nouveau type de bouchon, c'est ce qu'on appelle le bouchon Snap-Leak, qui nous permet justement de réduire encore une fois notre empreinte écologique, avec encore une fois une réduction de matière. Mais en termes de changement de résine plastique, il n'y en a pas une meilleure que le PET. Alors, il y a aussi cette idée que moi je trouve vraiment intéressante chez Saint-Amand, l'idée de l'ancrage régional. C'est même votre campagne de publicité qui joue la carte du local, c'est ça? Bien sûr, l'eau minérale de Saint-Amand est une marque régionale. 80% de son chiffre d'affaires se fait dans 2 départements du nord de la France. Donc voilà, c'est vraiment une eau régionale par définition. Et derrière, son ancrage, elle est très intéressante parce qu'elle est puisée sur place. On ne peut pas imaginer faire de la Saint-Amand ailleurs qu'à Saint-Amand-les-Eaux. Et on a dans notre façon de travailler, dans notre économie circulaire, on a monté un partenariat notamment avec l'enseigne Auchan, qui nous a accompagnés depuis maintenant des années sur ce projet-là, où on va leur installer ce qu'on appelle des éco-box, c'est des machines où le consommateur vient redéposer sa bouteille à post-consommation dans cette machine-là sur le parking des supermarchés. La bouteille, elle est broyée en petits morceaux. Derrière nous, avec notre reverse logistique, on vient chercher ces fameux big bags qui contiennent des centaines et des centaines de bouteilles. On les emmène dans notre usine de recyclage de PET qui est basée à Lesquin. Encore une fois, c'est Lesquin, Lille, le nord de la France. Et derrière, avec ces vieilles bouteilles, on refabrique dans ces usines-là et après dans nos usines des nouvelles bouteilles. Donc on est vraiment en économie circulaire fermée dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France. Ces éco-box là sont des machines intelligentes en quelque sorte. Elles reconnaissent les déchets ou les produits qu'on veut mettre à l'intérieur. C'est une machine qui est fabriquée par, encore une fois, une société familiale française, c'est le groupe L'Arbaletier. Ils sont basés à Troyes, ils nous accompagnent sur ce projet-là pareil depuis des années. La machine, oui, elle est très intelligente, c'est-à-dire qu'elle va venir détecter le modèle de bouteille, elle va être capable de lire le gen code de l'étiquette pour dire cette bouteille-là, c'est telle référence de tel format. Elle va être aussi capable d'éliminer certaines bouteilles que l'on ne désire plus dans la filière de recyclage. Ça va être des bouteilles qui vont être extrêmement colorées. Il y a des résines qui sont un peu problématiques au niveau du recyclage, qui viennent un peu contaminer la filière. C'est notamment toutes les couleurs qui sont extrêmement rouges. Le rouge foncé, c'est pas très bon pour le recyclage, donc là on vient les éliminer. Donc oui, la machine elle est capable de dire cette bouteille-là je la prends, cette bouteille-là je ne la prends pas. Et on en fait quoi d'ailleurs? Elle rentre pas dans la machine ou elle est mise de côté? Parce que elle est mise de côté. La machine broie directement la matière, hein, c'est ça, vous récupérez les sacs. Est-ce que vous diriez, on va terminer là-dessus, que le local devient plus important que le bio, peut-être dans l'esprit du consommateur? Je vous dis ça parce qu'on a vu qu'on était en surproduction de lait bio aujourd'hui, parce que les consommateurs se sont un peu plus tournés vers des marques qui privilégient le local. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai du mal à vous répondre parce qu'une eau par définition ne peut pas être bio. Je sais, c'est une question plus générale. C'est pas un sujet que je maîtrise forcément. Après, quand on interroge le consommateur, effectivement, l'ancrage local, territorial des produits de son terroir, c'est quelque chose de très important. Je pense que du régional bio, effectivement, là on coche toutes les cases. Gagnant. Merci beaucoup. Merci Pierre Candela. On passe à notre débat de géants qui s'unissent, je vous le disais en titre, pour l'énergie verte.